Madame Merkel a annoncé qu'elle quittait la chancellerie en 2021, qu'elle ne se représenterait pas à ces élections. C'est l'avenir de l'Europe aussi qui s'embrouille un petit peu. Macron qui se retrouve de plus en plus seul, alors que la crise migratoire est toujours aussi présente dans les esprits et dans les faits. Eh bien, c'est avec Louis Alliot qu'on va en parler ce matin. Pas uniquement de ça, mais beaucoup de cela. Louis Alliot qui est député du Rassemblement national des Pyrénées-Orientales. Louis Alliot, bonjour. Bonjour. Alors, avant de partir sur le terrain européen, on va se concentrer sur la France 2 secondes. Il devait y avoir un plan, ou des mesures, disons, pour améliorer la sécurité dans les établissements scolaires après les différents faits divers qui s'y sont déroulés ces derniers temps. Et puis, le gouvernement m'a dit on n'est pas prêt. Ce qui semble choper, notamment, c'est la présence de la police dans les établissements scolaires. Vous, est-ce que vous y êtes favorable, d'abord ? Non, je veux dire, c'est la vision ultime du désastre de l'éducation nationale. D'accord. Donc il faut éviter que des policiers soient dans les établissements scolaires. Mais dans tous les cas, ils ne vont pas être armés. Ouais. Et dans tous les cas, ils feront quoi de plus que ne font déjà le personnel de l'éducation nationale quand il a les moyens de faire. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est à un stade supérieur et que malheureusement, ce ne sont pas des mesurettes ou des gadgets de ce style-là qui vont résoudre la situation dans un certain nombre de collèges, de lycées. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour améliorer la... À mon avis, c'est une vision d'ensemble. Ça part de l'éducation dans les familles, au rétablissement de la discipline dans les écoles, tout simplement, primaire, dès le primaire d'ailleurs, pour donner quand même un cadre, j'allais dire, de discipline générale à des gamins qui aujourd'hui n'ont plus aucune limite, ni dans l'insulte, ni dans le comportement, ni dans la manière d'agir. Alors, chez les Républicains, dans les rangs des Républicains, on fait quelques propositions. Éric Ciotti qui dit qu'il faut suspendre les allocations familiales des parents d'enfants, justement, qui se conduisent mal. Et Geoffroy Didier, hier, qui était à votre place, qui dit qu'il faut expulser les familles qui sont dans des logements sociaux et qui sont auteurs de faits pareils. Non, mais il est évident que quand il y a des familles qui bénéficient des largesses sociales mises à disposition par l'État... Il faut les couper tout de suite. Ben oui, en tout cas, avec une procédure, évidemment. Mais à partir du moment où ils n'arrivent pas à tenir leurs enfants ou à même inciter quelquefois leurs enfants à commettre un certain nombre de choses, eh bien, il faut que l'État soit impitoyable et qu'il revienne à une autorité. L'autorité de l'État, elle doit être totale, et y compris à l'école, parce que si à l'école, déjà, vous ne tenez pas les enfants, les écoliers ou les lycéens ou les collégiens, laissez-moi vous dire qu'une fois qu'ils sont sortis du système scolaire, ce qui est d'ailleurs malheureusement le cas pour beaucoup d'entre eux très tôt, eh bien c'est ce que vous avez, c'est l'anarchie, les bandes, le désastre. J'ajoute qu'on oublie quelque chose à l'école parce que personne n'en parle, mais moi je pense que c'est le fléau numéro 1, la drogue. Aucune mesure, personne ne parle de la drogue. Et moi, je peux vous dire, parce que je discute beaucoup à Perpignan avec des parents d'élèves ou même des enseignants, la drogue est en train de vriller tous les esprits de nos jeunes dans les écoles. Elle est dès le collège, pratiquement en vente libre à la sortie. Par la consommation, vous voulez dire ? Oui, pas ce uniquement qui est le trafic. profondément je veux dire, inacceptable, dangereux, mais pour l'avenir, tout simplement, pour notre société. Question de santé publique. Parce que si un gamin touche à la drogue dès l'âge de 11 ans, laissez-moi vous dire que quand il va arriver à 18 ans ou quand il va être adulte, ça ne va pas être brillant pour son esprit. D'accord. L'Europe, c'est un sujet qui vous touche de près. On va en parler tout à l'heure. Oui. Mais on en parle tout de suite d'ailleurs. Madame Merkel donc a dit je m'en vais, en gros, c'est pas tout de suite. Est-ce qu'elle va pouvoir tenir ? On va pas revenir là-dessus. Est-ce que Emmanuel Macron, d'une certaine façon, se retrouve pas de plus en plus seul sur la scène européenne dans son discours ? C'est-à-dire qu'on arrive, il y a deux logiques. Il y a une logique qui est en train de s'éteindre, c'est la logique de l'Union européenne telle qu'elle a été conçue. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Voilà, il faut quand même faire le constat. Le chômage, la croissance, les délocalisations, la compétition internationale, l'agriculture, enfin, plus rien ne fonctionne correctement. Et puis il y a une logique aussi, il y a une classe d'âge qui part à la retraite. Madame Merkel, ça fait quand même 15 ans qu'elle est... 13 ans qu'elle est à la chancellerie. Qu'elle est et 18 ans qu'elle est à la tête de son parti. Au cœur de l'Europe, on voit bien que son parti a d'énormes difficultés. Elle va passer la main. Ce sera autre chose dans les années qui arrivent en Allemagne. Et M. Macron, lui, quand il est arrivé à l'Élysée, il a voulu s'arrimer à Mme Merkel. Mais je crains qu'il ne finisse par couler avec elle et avec l'Allemagne. Parce que, précisément, c'est le maillon faible de l'Europe aujourd'hui, l'Allemagne. Et je pense que par sa manière de faire... L'Allemagne est le maillon faible, pourquoi ? Alors, économiquement, non, mais politiquement, elle l'est. Ouais. Parce que, tout simplement, elle a tenté d'imposer aux autres Européens des politiques qu'ils ne voulaient pas. C'est vrai pour l'euro,
C'est vrai pour la politique économique, mais c'est surtout vrai aussi depuis quelques années sur l'immigration et les fameux migrants. Vous voulez dire que l'Allemagne a conduit l'Europe dans une impasse alors? Ah ben oui, c'est depuis que Mme Merkel a pris son million, si je puis dire, de migrants et qu'elle a négocié directement, sans les Européens, avec les Turcs, que nous en sommes aujourd'hui où nous en sommes. Alors, quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Laurent Wauquiez qui dit Mme Merkel a tiré les leçons de ses échecs, notamment sur la question migratoire, et il dit que ça va contribuer, le départ de Mme Merkel, à faire monter une nouvelle génération, une nouvelle droite, dit-il. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, mais s'il y a une nouvelle droite, il faut des nouveaux dirigeants. Bon, monsieur... Laurent Wauquiez, il n'est pas très vieux quand même. Il était quand même ministre de Sarkozy, je veux dire, il n'est pas non plus tout jeune. Ouais. Il a aussi son bilan, hein, et il faudrait qu'on s'y intéresse. Non, je pense que là encore, ce ne sont que des propos de la communication. Ouais. La réalité, c'est ce qu'on voit sur le terrain, l'état de la France. Et je ne suis pas, moi, persuadé qu'aujourd'hui, les Républicains soient en mesure de contester, en tout cas d'une manière égale et efficace, le gouvernement de M. Macron tel qu'il est. Voilà, ils sont un peu dépassés par les événements. Sur les grands sujets, ils ne sont pas là. Regardez dans l'affaire Benalla. Où était M. Wauquiez? Bon, on ne peut pas faire de la politique retranchée dans un conseil régional d'Auvergne et du Rhône, c'est pas possible. Vous êtes d'accord pour dire qu'elle paye cher la crise migratoire, Mme Merkel? Oui, oui, mais nous avec, hein, parce qu'elle la paye cher politiquement, mais nous on la paye cher, j'allais dire, dans le climat général et dans tout ce qui installe aujourd'hui en Europe, ce qui d'ailleurs fait émerger de nouveaux dirigeants, et moi je me félicite que M. par exemple Salvini aujourd'hui soit un élément qui pèse au sein de l'Union européenne, ou M. Orban, ou les Polonais, ou d'autres. On voit bien qu'il y a une autre Europe qui est possible. Elle se dessine autour de nations indépendantes, mais qui peuvent mettre en commun des projets communs, ou pour l'avenir, un avenir en commun sur certains domaines, tout simplement. Le Rassemblement national arrivera à trouver des alliés pour aller à la bataille des Européennes, justement. On voit que debout la France, c'est pas possible. On a des alliés. Vous parlez en France? En France. Oui, mais il y aura des individualités qui rejoindront, rejoindront notre liste, qui viendront très certainement une partie de la droite, une partie de la société civile, et de gens qu'on ne connaît pas encore, mais qui demain devront jouer les premiers rôles. Qui est-ce qui va conduire la liste? Oh non, on n'en sait rien encore. Vous savez qu'on parle de vous. Oui, non, d'accord, mais on discute beaucoup. Elle sera rendue publique au mois de janvier. C'est possible que ça soit vous? Oui, c'est possible, mais c'est pas sûr. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'engager. Tout est sur la table. Et effectivement, voilà, il faut trouver le meilleur compromis entre la nécessaire ouverture que nous faisons, mais aussi le nécessaire attachement que nous avons à nos idéaux et à notre manière de faire de la politique. Alors, c'est pas obligatoire, mais vous, c'est un combat que vous aimeriez mener. Enfin, c'est un combat qui vous est cher, l'Europe. Mais on est des Européens. Vous savez, moi, je suis toujours assez triste de voir qu'on nous accuse d'être... oui, mais vous avez eu un discours pendant la présidentielle qui était quand même contre l'euro, contre les traités. Oui, non, mais c'est d'accord. Mais ça, il faut bien différencier les deux. Il y a l'Europe. Nous sommes des Européens. Oui. Enfin, moi, je fais partie d'un département frontalier. C'est sûr que vous n'êtes pas un Africain. Ça, c'est sûr. Oui, non, mais d'accord, mais c'est important. Parce que le côté identité de l'Europe, le côté civilisation, ça veut dire quelque chose. D'accord. Mais ceux qui gouvernent l'Europe, les traités qui sont accolés à cette gestion des affaires de l'Europe, ça ne fonctionne plus. Donc, il faut en changer. Et pour en changer, eh bien, il faut tout simplement détricoter l'Union européenne pour rebâtir autre chose. Alors, vous pensez que tous les mouvements, tous les partis qui partagent un peu votre opinion sur l'Europe et votre avis, vous pouvez obtenir la majorité au Parlement européen cette fois? Mais je pense que oui. Ou une minorité de blocage? En tout cas, une grosse minorité de blocage, ça me paraît évident, mais si d'autres pays, j'allais dire, connaissent la même progression de nos idées eurocritiques, on va dire, ou eurosceptiques... on voit l'Europe centrale, l'Italie... Exactement, il peut y avoir une énorme surprise au mois de mai prochain, et je pense que cette énorme surprise, ça peut être, une des forces suffisantes qui bâtiront l'Europe de demain, parce qu'aujourd'hui, tout simplement, elle est au point mort. Un Parlement où vous êtes, disons, en force... Ça change tout dans l'organisation de l'Europe? Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un Parlement de la pensée unique. Quand vous pensez que l'autre jour, ils ont voté une résolution à l'Union européenne, le Parlement, tout parti confondu, pour condamner les dérives fascistes d'un certain nombre de régimes, on croit rêver. Parce que traiter M. Orban ou les Polonais ou les Italiens ou je ne sais qui de fascistes, c'est qu'il faut être profondément irresponsable. Et ces gens-là feraient bien de regarder où se situe la violence aujourd'hui et où se situent les menaces plutôt que de parler en l'air et de voter n'importe quoi. Le nouveau président brésilien Jair Bolsonaro, c'est un fasciste? Je n'en sais rien. On nous a tellement dit de choses sur lui qu'on arrive à ne plus savoir ce qu'il pense. Alors,
laissons-lui, j'allais dire, le bénéfice de son élection. Mais on voit bien quand même qu'il verra bien. Il y a un discours anti-système qui balaye la planète. Mais il est nécessaire, puisqu'il y a un système mondialiste, on va dire, qui a tenté d'imposer ses vues, notamment par le primat de l'économie. Aujourd'hui, il y a des leaders qui essayent de faire valoir d'autres valeurs que l'économie. Il en faut. Mais il faut aussi des valeurs sociales et il faut aussi des valeurs identitaires et nationales. Et quand on regarde la carte de l'Europe, quand on regarde la carte du monde, on voit bien qu'aujourd'hui émerge un certain nombre de pays, tout simplement, qui veulent retrouver leur liberté. Moi, le Brésil, je ne connais pas M. Bolsonaro, mais on verra bien comment il agit dans les semaines et les mois qui viennent. Louis Alliot, vous n'êtes pas contre la mondialisation? Comment vous voulez être contre une évidence? C'est l'éducation piège, oui. Non, tellement bête qu'elle est piège. Nous vivons dans la mondialisation, mais il faut réguler les échanges. Il faut que ces échanges soient équilibrés entre les nations et qu'elles ne provoquent pas ni de catastrophe économique, ni de catastrophe sociale, ni aujourd'hui de catastrophe écologique, parce que ça pèsera dans les années qui viennent. Et ça se règle davantage par des relations bilatérales que par des relations multilatérales, comme c'est le cas en gros, depuis la fin du bloc communiste? Je pense que le bilatéral est plus efficace. Le multilatéral... Vous êtes d'accord avec Donald Trump là-dessus? Ah oui, tout à fait. Le bilatéral peut être, à mon avis, plus efficace. Le multilatéral doit exister, ça me paraît évident. Ouais. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est ce schéma, il faut y revenir quand même, à l'Union européenne, où on nous fait croire que ce sont les intérêts de toutes les nations qui sont défendus au sein de l'Union, alors que ce n'est pas vrai. C'est simplement l'intérêt de quelques-uns au sein de l'Union européenne, y compris contre les nations. Alors, on en parle peu, mais on a tort. Dimanche, on vote en France, très loin de la métropole, en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a un référendum pour savoir si la Nouvelle-Calédonie veut rester dans la République ou veut la quitter. Il n'y a pas tellement de suspense. Comment voyez-vous ce scrutin ? Écoutez, moi je le vois, j'espère d'abord que tout se passera bien, parce qu'on a connu des événements dramatiques dans les années, les années 80. Donc j'espère que le non, évidemment, va l'emporter. Je suis allé moi-même faire campagne pour le non. Et puis j'espère surtout que tout de suite après, on parlera de l'avenir dans et au sein de la France. Pour nous, en tout cas au Rassemblement national, la Calédonie est française. Oui. Alors on peut lui trouver un statut particulier qu'elle a déjà. Elle gère d'ailleurs la majorité des compétences. Sauf les problèmes régaliens. Voilà. Mais je ne vois pas comment ce territoire, aussi beau, aussi grand et aussi riche, pourrait échapper à l'autorité, à la responsabilité, à la protection de la France, parce qu'une indépendance au cœur du Pacifique, sur un territoire tel qu'il est, serait une catastrophe pour les habitants d'abord. Or la France, elle a un rôle aujourd'hui à jouer dans le Pacifique. La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, c'est très important que nous maintenions ces présences françaises pour des raisons géostratégiques. Aujourd'hui, vous savez, le Pacifique est en train de beaucoup bouger et vous y avez l'affrontement des grandes puissances. Je pense à la Chine, je pense aux États-Unis, je pense à l'Australie, etc. Et donc la France doit être au cœur de ce dispositif. Le Rassemblement national est présent là, sur place? Le Rassemblement est présent. Nous n'avons plus d'élus au Congrès, mais historiquement, nous avons toujours été présents pendant les 30 ans et nous y avons évidemment une section. Dernière petite question. On a appris le décès d'un homme qui était afghan, qui a été pendant longtemps un traducteur, un interprète pour l'armée française. Cet interprète avait demandé d'avoir un visa pour venir en France et se protéger de la violence. Et puis, cet homme vient de mourir dans un attentat en Afghanistan. Il y a un fonds de solidarité qui vient se constituer pour venir en aide à sa famille. Il n'est pas le seul dans ce cas-là. Si vous voulez, ça me rappelle, lui, il est mort, mais il y en a d'autres, il y en a une centaine. Ça me rappelle les heures tragiques des harkis, c'est-à-dire des gens qui combattent avec nous, des personnes, des êtres humains, des Français, parce que par le sang versé, le sang risqué, ce sont des Français, et qu'aujourd'hui, on ne leur permette pas de venir vivre chez nous. Ils sont, je crois, 180 ou 200. Ouais. Alors, donnant la nationalité française pour qu'ils puissent être à l'abri précisément des persécutions ou des représailles à leur pays d'origine, ça me paraît être une évidence. Là encore, la France se comporte mal, ou plutôt les gouvernements français, et je plaide, moi, pour que ces 180 ou 200 personnes puissent avoir accès directement à la nationalité française pour service rendu au pays, parce que quand je vois, à l'heure actuelle, le nombre de migrants que nous recevons et les nationalités qui sont attribuées, eh bien, je me dis que c'est un scandale de plus au sein de la République. On est avec Louis Alliot et on continue la conversation avec Valentin Pilate qui nous rejoint, qui va se faire l'interprète de vos questions, chers internautes. Bonjour. Bonjour Yves, Louis Alliot. Bonjour.
Alors une première remarque, celle de Polonia. Il faut une grande coalition des droites, comme partout en Europe. Et Christian rajoute là sur le chat de Figaro Live, oui, il en faut une entre l'Union populaire républicaine, le Rassemblement national et les Républicains. C'est marrant parce qu'hier, à votre place, on recevait Geoffroy Didier, donc élu les Républicains, et on avait le même type de commentaires. Est-ce que vous comprenez ce sentiment qu'aujourd'hui beaucoup d'internautes ont besoin et ont envie de cette union? C'est pas ça, je l'ai vécu. J'ai été élu député grâce aux gens qui se sont mobilisés dans ma circonscription à la base. Parce que les états-majors, en tout cas pour les Républicains, ne feront jamais l'alliance. On le voit bien, M. Wauquiez fait tout pour nous empêcher de faire une alliance quelle qu'elle soit. Il a même dit qu'il était le seul rempart face au populisme. Ça veut dire circuler, il n'y a rien à voir. En revanche, ça ne lui fait rien d'avoir un certain nombre de gens qui pactisent avec la République En Marche pour diriger demain des villes. Le maire de Perpignan, par exemple, qui a demandé l'investiture de la République En Marche, ou le maire de Nice, etc. Bon, bref, on voit bien qu'il y a une collusion d'une certaine élite, d'ailleurs, et qu'on n'écoute pas ce que veut la base. Moi, je pense que cette union, ce qu'on appelle l'union des droites, mais c'est pas exactement ça. C'est l'union des patriotes, de ceux qui veulent faire prévaloir la nation avant le reste. Vous pensez la même chose que Robert Ménard, finalement? Oui, mais je vous signale que Robert Ménard est venu bien après sur ce terrain-là que nous. Hein. Il est assez récent, Robert Ménard, en politique. Hein. Oui, mais Robert Ménard, on a l'impression qu'il prêche dans le dessert, parce que cette union des droites, elle ne se fait pas. À la base, elle se fait en dehors des partis et elle finira par s'imposer aux états-majors. Mais c'est à la base qu'elle doit se faire. Et moi, je pense que la meilleure élection pour que cet accord anti-gauche, on va dire, se fasse, c'est les municipales. Voilà. C'est aux municipales que les électeurs devront prendre leurs responsabilités et envoyer à la tête des mairies précisément des dirigeants qui sont capables de parler à tout le monde. Alors une question de Christian sur le Figaro.fr. Il aimerait savoir si vous êtes content de l'élection de Jair Bolsonaro au Brésil. On en a parlé tout à l'heure. Moi, je suis content que la gauche, qui a conduit au désastre dans un pays, au désastre économique, au désastre social et au désastre surtout sécuritaire, car le Brésil est un pays dangereux, voilà, soit éjectée du pouvoir. On verra ce que M. Bolsonaro va faire. Je ne le connais pas. Je ne peux pas me faire une opinion sur lui. Tout le monde est contre lui. Voilà, au point qu'on se demande même d'où il sort, parce que quand on est à ce point contre quelqu'un, on se demande bien comment il a pu être élu, un peu comme Trump. En France, aujourd'hui, il y a une pensée unique. Quand vous n'êtes pas de gauche, vous êtes fasciste. Qui que vous soyez, hein, eh bien, il faut sortir de ce schéma-là. Et là, je dois dire que les médias ont une grande responsabilité par rapport à l'information qu'ils amènent, parce que moi, je ne crois pas, voilà, que quand on n'est pas de gauche, on est automatiquement fasciste. En revanche, je sais la part de totalitarisme qu'il y a dans les esprits de gauche. Très bien, c'est dit. Un commentaire de PHR, selon lui, la droite est en train de se mettre en ordre de bataille. Nicolas Dupont-Aignan est suffisamment à droite, mais sans les inconvénients du nom de Le Pen, qui reste un repoussoir, selon lui, pour beaucoup de gens. Je sais pas, il a fait 4,5 à la présidentielle. Marine Le Pen, elle a fait 21. Alors c'est quoi le repoussoir? Ça, c'est ceux qui croient, d'ailleurs. Il ne nous fait pas peur, Nicolas Dupont-Aignan. Mais c'est pas qu'il ne nous fait pas peur. On lui a dit, il faut faire une alliance. Ouais. Et Marine lui a dit, et nous, on pousse la liste, toi et moi, et on trouve une tête de liste commune, et on fait une liste commune. Il n'a pas voulu, il a voulu partir seul. Il a pris ses responsabilités. On se retrouvera, moi je me fais aucune illusion. Mais je pense que c'est dommage et que l'élection européenne était le bon moment pour faire cette liste commune. Il ajoute trop personnel? C'est une question d'ego? Ça donne cette impression. Maintenant, je vais vous dire, on est amené encore à discuter ensemble, à bâtir ensemble, à discuter, notamment pour les élections municipales. Donc je ne me permettrai pas de critiquer trop. Vous discutez actuellement avec Debout la France pour les élections municipales? Moi, dans mon département, avec ces responsables que je connais bien, on travaille effectivement pour des listes municipales. Ça me paraît évident. Un commentaire de Marie, il ne faut pas tout détruire non plus en Europe. Il y a des choses qui sont intéressantes et qui se font plus ou moins bien. Est-ce que, selon vous, pour rejoindre Marie, est-ce que vous pouvez aujourd'hui souligner des points intéressants, positifs en Europe? Erasmus, par exemple. Oui, mais voilà, j'allais dire, c'est un point. Airbus. C'est un point industriel. Ariane, ce sont des projets industriels qui sont des projets valables. Il faut tendre vers cela. Par contre, vous avez des naufrages. Voilà, les naufrages, c'est quoi? C'est la sécurité, c'est l'agriculture. C'est la concurrence que nous avons avec la Chine ou des pays comme ça qui mettent à bas nos industries, en tout cas en ce qui concerne la fin. C'est le déséquilibre. La faute à qui, ça, d'ailleurs? Par exemple, sur la concurrence avec la Chine? Mais c'est l'idéologie. C'est le fonctionnement. C'est le fonctionnement et l'idéologie qui veut qu'on doit ouvrir les frontières à tous les accords de libre-échange avec la planète entière. Non, l'Europe, elle a été faite pour protéger les Européens. Elle n'a pas été faite pour s'ouvrir à tout le monde et sans contrainte. Il faut donc veiller à protéger nos frontières à l'extérieur, pour le coup, économique, où il aurait fallu le faire. Ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, vous avez même une concurrence à l'intérieur de l'Europe. C'est-à-dire que moi, par exemple, je reviens à mon département que je connais le mieux.
à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, vous avez les entreprises de bâtiments, de travaux publics ou d'autres entreprises qui se retrouvent en concurrence avec des entreprises espagnoles qui n'ont pas les mêmes charges, qui n'ont pas les mêmes droits sociaux, qui n'ont pas les mêmes contraintes et qui viennent prendre les marchés des entreprises françaises qui, elles, sont conduites à déposer le bilan ou à mettre leurs salariés au chômage, ce qui est scandaleux. Dernière question. Dernière question, et en rebond au commentaire de PHR qui disait que selon lui, le nom de Le Pen pouvait être un repoussoir pour beaucoup de gens. Une question de David, est-ce que vous ne pensez pas que le moment soit venu pour Marine Le Pen de laisser sa place à la tête de votre mouvement? Je le cite. Selon lui, depuis le débat du second tour de la présidentielle, sa crédibilité a complètement disparu. Oui, non, mais ça, c'est son opinion. Bien sûr. Aujourd'hui, je vous signale que les enquêtes d'opinion, elle est au-dessus de M. Wauquiez. Donc, c'est un faux problème. C'est ce qu'il pense. Mais vous savez, Marine Le Pen a toujours dit qu'elle ne s'accrocherait pas à la tête du front si quelqu'un était en capacité demain d'emporter l'élection présidentielle. Mais n'importe qui puisse faire mieux et qui apporte nos idées au pouvoir. Elle ne va pas s'accrocher comme d'autres, précisément. Voilà. On a chacun notre mission au service de la nation. Voilà. Ce qui est important, c'est la nation et la défense de la nation. Nos petits égos personnels et nos personnalités, laissez-moi vous dire, ça doit passer après. Louis Alliot, merci d'avoir répondu à toutes nos beaucoup. questions. Merci à vous, chers internautes, d'être passés par Valentin Pilate pour poser les vôtres. Et puis, bien, il n'y aura pas de talk cette fin de semaine. Donc, on se retrouve lundi prochain, exceptionnellement, pour cause de fête de la Toussaint. Merci Louis Alliot. Merci.